Des bouteilles super design, des couleurs flashy et surtout la promesse d'une vie meilleure. C'est clair, le marché des boissons santé est en pleine explosion. Tout ça, c'est porté par une idée simple. On pourrait littéralement boire son chemin vers le bien-être. Mais bon, une fois qu'on met le marketing de côté, qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre corps? Allez, on plonge dedans. Voilà, c'est ça la promesse. Une promesse hyper séduisante, vendue à la fois par les marques et par une foule de créateurs de contenu. C'est simple, c'est direct et ça alimente une tendance culturelle gigantesque. Pensez-y, l'idée qu'on peut juste boire quelque chose pour améliorer sa digestion, son énergie ou même son immunité, c'est incroyablement puissant comme message. Et pour se donner une idée de l'échelle du phénomène, le contenu qui tourne autour de la santé intestinale cumule plus de 12 milliards de vues en ligne. Ce n'est plus du tout une niche, c'est une véritable déferlante qui est en train de redéfinir notre façon d'aborder le bien-être. Ok, avant de se pencher sur la science pure et dure, c'est hyper important de comprendre pourquoi ces boissons sont si captivantes. Leur succès, ce n'est vraiment pas un hasard. Il repose sur des codes très précis. En fait, la formule du succès, elle tient sur plusieurs piliers. D'abord, l'esthétique. Elle doit être parfaite, des couleurs qui pètent, un design qui attire l'œil. Ensuite, il y a tout le vocabulaire qui vend une transformation, avec des mots magiques comme glow, boost ou reset. Et enfin, et c'est peut-être le plus puissant, la force des témoignages personnels. Quand on voit des centaines, des milliers de publications super enthousiastes, ça finit par créer une sorte d'illusion de consensus scientifique. C'est un biais de confirmation énorme. Bon, maintenant, laissons un peu le marketing de côté et passons à la réalité biologique. Que dit vraiment la science sur toutes les promesses de ces boissons? Prenons le cas du kombucha. La promesse, c'est énorme. On parle d'une transformation complète du microbiote. Mais la réalité scientifique, elle, est beaucoup plus modeste. Oui, bien sûr, il y a des antioxydants, comme dans n'importe quel thé classique. Et oui, l'acide acétique peut aider à modérer un peu le pic de sucre après un repas. Mais l'effet probiotique, lui, est souvent bien plus faible qu'on ne le dit. Et puis, il y a tout ce qu'on ne dit pas, et c'est pourtant crucial. D'un kombucha à l'autre, la concentration en bactéries peut varier du simple au centuple. La plupart du temps, la quantité de micro-organismes est bien trop faible pour avoir un réel effet clinique. On parle de quelques millions, alors que les études sérieuses en exigent des milliards pour voir un résultat. Et surtout, il n'y a aucune étude solide sur l'humain qui valide les grandes promesses sur l'immunité ou la digestion. Passons au kéfir, souvent présenté comme le roi des probiotiques. Alors lui, il a des bénéfices qui sont prouvés. Certaines de ces bactéries survivent très bien au passage dans l'estomac et il aide ses clairs à digérer le lactose. Par contre, l'idée d'une transformation permanente du microbiote, ça c'est un mythe. Les bactéries du kéfir ne s'installent pas pour de bon. En fait, elles ne font que passer. Le matcha, c'est un cas super intéressant de neurochimie. Son effet si particulier n'est pas dû à un seul composant, mais à l'interaction de deux choses. La caféine, qui donne la vigilance, et la L-théanine, qui apporte le calme. En gros, la L-théanine vient contrer le petit côté anxiogène de la caféine, ce qui crée cette sensation très recherchée de concentration sereine. Mais attention, il y a des bémols importants. D'abord, le corps s'habitue très vite, en une dizaine de jours à peine. Ensuite, notre propre génétique joue un rôle énorme dans notre réaction. Et comme on consomme la feuille de thé entière, il y a un risque de bioaccumulation de métaux lourds comme le plomb. Et pour finir, le fameux grade cérémoniel, c'est surtout un argument marketing pour justifier un prix élevé, sans réelle garantie de supériorité nutritionnelle. Et voilà qu'arrivent les boissons électrolytes. Le marketing nous les vend pour une hydratation quotidienne optimale. Mais la question c'est, sont-elles vraiment nécessaires pour une personne qui passe sa journée au bureau? La physiologie, elle, est très claire là-dessus. Les électrolytes sont cruciaux, oui, mais pendant un effort long et intense pour compenser ce qu'on perd avec la sueur. Mais pour une journée de travail classique, une alimentation équilibrée et de l'eau, ça suffit largement. Un excès de sodium peut même être contre-productif. Ah, la fameuse détox. Ce genre de témoignage, c'est la porte d'entrée d'un des plus grands mythes du bien-être. Allons voir ce qui se cache vraiment derrière ce mot, détoxification. Le véritable héros de la détox, le voilà, c'est notre foie. Il bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un système super sophistiqué en 2 étapes pour transformer et éliminer tout ce qui est indésirable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucun jus ne peut accélérer ce processus. Notre corps est une machine à détoxifier absolument formidable et il le fait tout le temps, peu importe ce qu'on boit. En fait, le vrai problème avec les jus, c'est ce qu'ils enlèvent. En retirant les fibres, on perd la sensation de satiété et on affame notre microbiote. En supprimant les protéines et les graisses, on force le corps à aller puiser dans les muscles et on risque des carences. La perte de poids qu'on observe au début, c'est surtout de l'eau et du muscle, et tout ça est repris très vite. Intéressons-nous maintenant à la psychologie. Comment ces produits arrivent-ils à nous convaincre de leurs bienfaits, parfois bien au-delà de ce que dit la science? La toute première tactique, c'est ce qu'on appelle l'appel à la nature. Le mot « naturel » est extrêmement puissant. Il évoque la pureté, la sécurité. Mais en réalité, c'est un raccourci mental.
L'arsenic, c'est 100% naturel, mais ce n'est pas vraiment recommandé pour la santé. Ce biais est exploité à fond pour faire paraître des produits meilleurs qu'ils ne le sont. La deuxième tactique, c'est le scientisme de façade. On va utiliser des mots bien compliqués comme polyphénol ou mitochondrie. Le but ici, ce n'est pas d'informer, c'est d'impressionner. Le consommateur se dit « Waouh, c'est trop complexe pour moi, ça doit être vrai », alors qu'en fait, les termes sont souvent balancés comme ça, de manière très vague et sans aucune preuve concrète derrière. Mais au-delà du marketing, au-delà des bénéfices qui sont parfois modestes, il faut aussi parler des risques. Et ça, c'est souvent passé sous silence. La plupart des gens se disent que si c'est fermenté, c'est forcément bon pour tout le monde. Mais en réalité, pour une petite partie de la population, c'est même tout le contraire. Et ce problème, c'est l'intolérance à l'histamine. Pendant la fermentation, les bactéries produisent de l'histamine. Et chez 1 à 3% de la population, le corps n'arrive tout simplement pas à la dégrader correctement. Résultat, ça peut provoquer des migraines, des problèmes de peau, des soucis de digestion, des symptômes qu'on attribue souvent à tort à une crise de détox. Ce tableau, il est vraiment essentiel. Il résume les points de vigilance à avoir en tête parce que non, ces boissons ne sont pas anodines pour tout le monde. Pour les femmes enceintes, par exemple, le risque vient de l'alcool résiduel et des possibles contaminations par des bactéries. Pour les personnes immunodéprimées, les microbes vivants peuvent devenir problématiques. Pour celles qui souffrent d'une maladie rénale, l'excès de potassium des jus verts ou de sodium des électrolytes, c'est un vrai danger. Et enfin, pour les enfants, la caféine et l'alcool, même en toute petite quantité, c'est à proscrire. Alors au final, que faut-il retenir de tout ça? Comment est-ce qu'on peut faire des choix éclairés sans tomber systématiquement dans les pièges du marketing? L'idée, c'est d'avoir une sorte de petite checklist mentale. Avant de céder à une nouvelle tendance, il suffit de se poser ces quelques questions toutes simples. Et il ne faut jamais oublier que l'optimisation des bases, bien manger, bien dormir, bouger un peu, apportera toujours et de loin beaucoup plus de bénéfices que n'importe quelle boisson miracle. C'est sûr, c'est moins glamour, mais biologiquement, c'est infiniment plus efficace. Finalement, la vraie question, elle est là. Ces boissons peuvent être un plaisir, pourquoi pas, un petit complément de temps en temps dans un mode de vie qui est déjà sain. Mais le vrai piège, c'est de croire qu'elles peuvent remplacer les fondations. La véritable santé, c'est un marathon fait d'habitude. Ce n'est pas un sprint qu'on alimente avec la dernière boisson à la mode.